Mordu de Savoie vous présente l'Europe vue de la Savoie, le podcast qui décrypte l'Europe depuis les pays de Savoie. Présenté par Damien Boussicu avec la participation de Henri-Georges Brun, président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie. Bonjour Henri-Georges Brun et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast l'Europe vue de la Savoie. Merci, bonjour Damien. Alors on va commencer avec ce premier épisode qui sera une introduction. On va également parler de l'institution européenne et également la place de la Savoie en Europe. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et pourquoi président de la Maison de l'Europe et pourquoi vous êtes un Européen convaincu ? Oh là là, c'est de très 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 bonnes questions. C'est toute une histoire, c'est la vie, c'est ma vie, c'est notre vie, en ce qui concerne ma famille évidemment. Pourquoi suis-je un Européen convaincu ? Je pense que, je suis né en octobre 1944, donc quelques mois après le débarquement, bien entendu, je n'étais pas conscient à cet âge-là, mais néanmoins, toute ma prime enfance a été baignée dans l'épopée de la libération. J'habitais Le Mans. Le Mans a été une des premières villes libérées par les Américains, d'ailleurs, par le général Patton, qui est passé par Le Mans pour contourner la poche de Falaise. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la poche de Falaise, mais c'était les Allemands qui étaient 150 000 Allemands, dont Das Reich, les fameuses divisions, hélas, SS. Donc les Américains, les Anglais, les Canadiens et les Polonais ont encerclé cette poche. Passons. Donc mes parents m'ont éduqué dans l'épopée de la libération, donc dès que j'ai commencé à être conscient, dans l'idée qu'il fallait faire la différence entre les Allemands et les nazis. Donc même si ma mère parlait toujours des Boches, parce qu'après tout, c'était quelques années après la guerre, elle parlait toujours des Boches, mais ce n'était pas toujours péjoratif, et surtout, elle faisait la différence, comme mon père, entre les Allemands et les nazis. D'ailleurs, mon père a été sauvé par un soldat allemand, un biffin, on va dire, qui était un îlotier, qui était dans le quartier. Mon père était artisan, décorateur, enfin tapissier, on disait à l'époque. Et il avait refusé de faire la décoration de la commandanture du Mans. Il avait été convoqué, le chef de la commandanture lui a dit il faut refaire les rideaux, les dessus de lit, les fauteuils, les canapés, bazar truc chouette. Et mon père avait refusé. Il m'a dit c'est ma petite résistance à moi. Et ce biffin, un jour, vient le voir et dit écoutez Brun, il faudrait que vous partiez très vite, on va venir vous arrêter. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas voulu faire la décoration de la commandanture. Mon père est parti avec sa famille, j'étais pas encore né, et ils sont allés s'isoler, se réfugier dans un petit village de la Sarthe pendant un certain temps, de façon à éviter d'être arrêté. Il en a perdu bien sûr son entreprise. Bon, ça a été une longue décadence par la suite à cause de cela, mais néanmoins. Donc mes parents ont fait la différence entre le fascisme et la nationalité allemande. Voilà. Donc partant de là, j'ai toujours eu un état d'esprit de réconciliation. Bon, c'est dans mon esprit aussi la réconciliation et l'entente avec les gens, même si parfois on se fâche avec d'autres, mais ça fait partie de l'état d'esprit. Donc déjà, à partir du moment où l'Union européenne, ou l'Europe d'abord, la CE, a été faite, je ne parle pas du Conseil de l'Europe, j'étais trop petit en 1949 pour en être conscient, j'ai pensé que l'Europe c'était une aventure magnifique de paix. D'abord, puisqu'elle a été créée pour ça, pour la paix essentiellement, par les pères de l'Europe, dont Robert Schuman. Robert Schuman, Jean Monnet. Robert Schuman, en 9 mai 1950, a déclaration qui est encore bien d'actualité. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà. Donc, cet esprit-là me convient depuis toute ma vie. Alors après, il y a eu des engagements. Après tout, c'est une ligne de vie aussi. Je suis parti 14 ans dans l'aide à la Bosnie-Herzégovine, tout du moins à la population de la Bosnie-Herzégovine, par solidarité olympique, solidarité entre Sarajevo et Albertville. Donc on avait créé l'association volontaire des Jeux olympiques d'Albertville pour que vive Sarajevo. On est parti quand même 47 fois en Bosnie-Herzégovine. Donc c'était une affaire de solidarité. Et quand la Maison de l'Europe d'Albertville, dont je faisais partie aussi, a eu quelques faiblesses, notamment de gouvernance, l'ancien président m'a dit « Henri-Georges, vu ton expérience européenne avec la Bosnie-Herzégovine, pourquoi tu ne prendrais pas la Maison de l'Europe ?» J'ai accepté après réflexion en me disant « l'humanitaire pour la Bosnie-Herzégovine », ça c'était en 2017. C'est terminé, en 2007, c'est terminé.
il faut passer à un projet politique. Si on veut que la guerre ne reprenne pas dans les Balkans, il faut l'intégrer à l'Union européenne. Voilà la raison, en fait, de mon engagement. Est-ce que vous pouvez présenter du coup la Maison de l'Europe ? Quelles sont vos activités ? Alors, la Maison de l'Europe fait partie des 39 maisons de l'Europe françaises, en France, qui font d'ailleurs partie du mouvement européen. Donc, elles sont fédérées, donc au sein de la FFME, Fédération française des maisons de l'Europe. Maison de l'Europe, c'est une association de loi 1901, donc nous sommes tous des bénévoles. Nous avons un conseil d'administration de 14 personnes et nous œuvrons bénévolement, donc nous ne sommes pas payés ni par qui, ni par quoi, de rien du tout. Donc nous sommes engagés, moi personnellement je suis très engagé et j'aime beaucoup ce que l'on fait, j'aime beaucoup ce que l'équipe fait. Et donc la Maison de l'Europe, elle est là pour développer la citoyenneté européenne dans le secteur, Albertville, autour d'Albertville et de la Savoie, puisque nous appelons Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie. Et nous sommes là aussi pour parler de la citoyenneté européenne. Et qu'est-ce que c'est que la citoyenneté européenne ? Essentiellement. Alors par des conférences, par des animations au cinéma avec les Amis du cinéma par exemple, par des voyages, par des interventions nombreuses dans les établissements scolaires. Est-ce que vous pouvez nous refaire la genèse un petit peu de l'Europe, de l'Union européenne, en quelques dates, comment elle s'est construite ? Alors, vous en avez dit quelques mots. C'est vrai que c'était après la Seconde Guerre mondiale, notamment, où on s'est dit à ce moment-là, plus jamais ça. Et je pense que les décideurs ont imaginé une Europe justement pour plus qu'il y ait la guerre, notamment en Europe. Alors, il y a d'abord eu, suite à la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, la création du Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, hein, c'est autre chose. Mais c'est quand même le précurseur, le Conseil de l'Europe. Il est d'ailleurs installé, son siège est à Strasbourg, ça a été le premier hémicycle européen en Europe. Il a été créé en 1949 avec 47 pays, pas tout de suite, mais ça s'est construit avec 47 pays, 46 maintenant, puisque la Russie est exclue depuis la guerre en Ukraine. Et ce Conseil de l'Europe a été conçu pour la préservation des droits de l'homme suite à la guerre, effectivement. Il travaille en étroit partenariat avec la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Ils sont voisins. D'ailleurs, quand on va à Strasbourg, on voit les institutions Conseil de l'Europe et CEDH, qui sont très, très voisins. Et ils sont là pour surveiller les droits de l'homme, l'application des droits de l'homme. Et la CEDH sanctionne très lourdement les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Alors, par la suite, il faut dire que le Conseil de l'Europe a créé des symboles, les symboles de l'Europe, que nous utilisons toujours. Le drapeau, il a été créé en 1955. Le drapeau, l'hymne européen, qui est un hymne allemand à l'origine, mais c'était aussi pour la réconciliation avec l'Allemagne, parce que pourquoi l'Europe a-t-elle été créée ? Pourquoi la communauté européenne a-t-elle été créée ? Pour réconcilier des belligérants allemands et français. Et le socle de l'Europe, il est là. C'est toujours, même s'il y a des hauts et des bas, le socle, il est franco-allemand. Et bien entendu, heureusement qu'il y a d'autres pays qui sont venus adhérer aussi à cette idée de paix. C'est quand même la première valeur de l'Union européenne. Il semblerait qu'on l'oublie à l'heure actuelle, mais la paix est menacée et la citoyenneté européenne, à mon avis, est une belle arme de défense. Voilà. Donc, le Conseil de l'Europe. Et puis après, il y a eu des pères de l'Europe comme Robert Schuman. Alors Robert Schuman a créé en 1951, en 1950 la déclaration de véritable déclaration européenne, et en 1951 la CECA, la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est-à-dire mettre en commun les ressources minières, industrielles, les moyens industriels des deux pays qui se battaient. À partir du moment où il y a des intérêts communs, une interdépendance, il espérait instaurer la paix, ce qu'il a réussi à faire pour l'instant. Ça fait quand même pas mal d'années que l'Europe n'a pas eu de guerre sur son territoire, même si, il y a 30 ans, les Balkans s'en sont déjà approchés. Et d'ailleurs, le président de la République est venu en Savoie et en Haute-Savoie, notamment justement pour la résistance. Il y a aussi eu la guerre ici, hein, avec les résistances dans les maquis, donc il ne faut pas l'oublier non plus, effectivement. On célèbre les 80 ans de cette résistance, effectivement. Au Glières, il n'y a pas longtemps. Actuellement, on parle beaucoup, hier soir encore, une conférence sur les parachutages au Cési, au col du Haut-du-Four en Savoie. Il y a eu beaucoup de résistances, oui, effectivement, qui ont été alimentées par les Anglo-Américains. Tout à fait, oui. Je pense que
Donc l'Union européenne s'est créée d'abord par la CEE, c'est-à-dire la Communauté européenne économique, et Euratom également, par le traité de Rome, donc en 1957. Et puis il y a eu différents traités, donc ce sont les lois auxquelles, ce sont des traités auxquels, des écrits auxquels l'Union européenne est tenue, les États, les 27 États sont tenus qu'ils sont tenus de respecter, sinon il y a de lourdes sanctions, par exemple par la Cour de justice européenne ou par la Commission. Donc traité de Rome en 1957, donc qui a créé la CE et Euratom. En 1962, il y a eu la création de la fameuse PAC pour les agriculteurs. Donc il y a eu différents traités, 79, 85, les accords de Schengen, c'est-à-dire libre circulation des personnes, puis après des marchandises. 1986, l'acte unique, qui a suivi ce qu'on appelait le marché commun, puisque le marché commun, au sein des 6 qui ont créé la communauté européenne, les 6 États, il y a eu le marché commun, puis après, en 86, l'acte unique, c'est-à-dire la libre circulation aussi des marchandises, après celle des personnes. 1987, Erasmus. 92, le très fameux traité de Maastricht, qui a créé donc l'Union européenne, donc qui a remplacé la CEE, l'euro, qui a créé l'euro, et puis qui a créé la notion de citoyenneté européenne. Et ça, c'est extrêmement important. En 2007, nous sommes actuellement sur le dernier traité, qui est le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, heureusement qu'il a eu lieu. Bien sûr que les Français ont voté contre le projet de convention européenne. Et c'est revenu, il y en a qui disent, vous êtes parti par la porte, vous êtes revenu par la fenêtre. Mais heureusement que ce traité de Lisbonne a été créé, parce qu'on va arriver aux élections européennes bientôt. On va dire quoi? Qui? Les députés européens, au sein du Parlement européen. C'est l'Assemblée du peuple. C'est la voix du peuple. Et le traité de Lisbonne a renforcé le pouvoir du Parlement européen. Il a également établi la coercition de la Charte des droits fondamentaux, qui a été créée en 2000, mise en œuvre par le traité de Nice en 2001. Mais elle n'était pas coercitive. Actuellement, la Charte des droits fondamentaux est coercitive. C'est un texte, c'est une grande loi, si on peut dire, qui traite de liberté, qui traite de citoyenneté, de justice, etc. Et article par article, les États sont tenus de le respecter sous peine de sanctions, très lourdes sanctions. Il y a 2 États qui ont été inquiétés il n'y a pas longtemps. Bon, la Pologne, mais maintenant la Pologne, ça y est, a changé de gouvernement, donc ça va beaucoup mieux. Reste la Hongrie, qui est toujours quand même un État qui ne respecte pas ce que l'on appelle l'état de droit. Manque de liberté de la presse, les problèmes des LGBT, etc. Une petite transition, parce que vous en avez parlé, c'est le Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement? Dans quelques semaines, on va voter justement pour les députés européens. Donc voilà, quel est son fonctionnement et pour qui on vote? Alors, pour qui on vote? On vote pour des députés européens. Je ne vais pas vous dire pour qui voter par rapport à leurs options politiques. Oui, non, c'est pas l'objet. Voilà, la neutralité d'une maison de l'Europe, elle est obligée de respecter les devoirs. Voilà. Donc les députés européens, les parlementaires européens, qui étaient au nombre de 705 dans la précédente législature, ils seront 720. Donc on va voter pour 720 députés sur le plan européen. Par liste, scrutin de liste, donc avec un seul tour. Voilà. Donc en France, nous avons toute une quantité de listes, dont seuls 7 pour l'instant sur 31 seront assurés d'avoir des élus, parce qu'il faut avoir 5% d'élus de pourcentage d'élections pour être élus. Donc 7 sont sûrs de les avoir, sur 31 il fait quand même un gradient très important. Donc ces députés, quel est leur rôle ? Donc ils siègent à Strasbourg. Le siège officiel du Parlement européen, c'est Strasbourg. Ils ont un autre hémicycle qui est à Bruxelles. Strasbourg, c'est une fois par mois pour le vote en séance plénière, où ils votent les lois, en partenariat, enfin en même temps ou en lien avec le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les ministres des États. Donc ils votent les lois en séance plénière. Si ces séances plénières ne donnent pas un vote positif, le projet de loi est retoqué et reconsidéré en votant des amendements, donc des modifications. J'aime beaucoup les jeunes. Quand on visite certains hémicycles, comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat, un jour, une jeune fille me dit « Monsieur, elle avait entendu dans la séance plénière, qu'est-ce que c'est qu'un amendement ?» J'ai adoré cette question. Alors je lui ai dit « Tu sais, un amendement, ça peut être une simple virgule déplacée, un point, 2 points, ça peut être ça, ou un mot ou une phrase, de façon à modifier le sens d'un projet de loi. » Voilà. Et donc, elle était contente de savoir ce que c'était qu'un amendement. Alors, les députés européens ont 3 rôles. Ils ont 3 rôles essentiels. Le pouvoir législatif, donc de voter les lois,
va y revenir, européenne. Le pouvoir budgétaire, c'est-à-dire que le Parlement européen adopte le budget conjointement avec le Conseil des ministres. Si le budget n'est pas adopté par le Parlement, le Conseil des ministres ne peut pas avancer. Et puis, le pouvoir de contrôle. Le pouvoir de contrôle, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de retoquer la nomination des commissaires européens qui composent la Commission européenne. On a eu l'exemple, à la dernière mandature, où Sylvie Goulard a été retoquée par le Parlement européen, nommée par le président de la République, Sylvie Goulard, mais les députés ont estimé qu'il y avait peut-être une suspicion de conflit d'intérêts, ont donc refusé la nomination de Sylvie Goulard. Et c'est Thierry Breton qui a été nommé et accepté par le Parlement européen à la place. Et puis, pouvoir de contrôle, à savoir que le Parlement européen, les députés, peuvent contrôler le fonctionnement de la Commission européenne. Donc, c'est un pouvoir très, très important, à parité avec le Conseil de l'Union européenne. J'ai des exemples que je pourrais expliquer largement, ce que je vais faire d'ailleurs au cours des prochaines... On a 17 conférences prévues. Enfin, il y en a 3 de passées, donc ça en reste 14 avant les élections européennes. Alors on va revenir, en tout cas, on va venir un petit peu sur la Savoie. La Savoie est une région transfrontalière. Elle est au cœur de l'Europe, mais elle est transfrontalière quand même entre 2 pays, au moins pour la Savoie et 3 pour la Haute-Savoie. Avec la Suisse, mais qui n'est pas européenne. Ça implique quoi concrètement ici en Savoie, l'Europe, et d'être une région transfrontalière avec notamment l'Italie ? Alors, bien entendu, ça implique, comme toutes les régions européennes, françaises et européennes, d'avoir l'application des lois européennes. Donc obligé de respecter les lois qui ont été votées, mais aussi de recevoir des fonds européens, qui permettent justement une amélioration de la vie locale. Par exemple, sur Albertville, par exemple, la chaudière bois. Il y a une grosse chaudière bois qui a en partie été financée par l'Union européenne. Il y a énormément d'exemples par les fonds FSE, FEDER, FEADER. Peut-être qu'un jour, on se lancera dans l'explication des fonds. C'est un peu des usines à gaz. Néanmoins, ces fonds existent. Ils sont gérés, d'ailleurs, en France, ils sont gérés par la région. Un fonds européen, si vous voulez toucher un fonds européen, il faut passer par la région. Alors, au niveau pays transfrontalier, on ne va pas se lancer dans l'acquisition, on va dire, l'image politique de la Savoie par rapport à remonter à l'histoire de la Savoie, de l'annexion de la Savoie en 1860. Même si la Savoie, de par son histoire, justement, est quand même toujours européenne avec le royaume de Sardaigne, le passage de la France à l'Italie, l'Italie à la France. Voilà, c'est vrai que dans son histoire, en plus, vous qui êtes d'une région, du Mans, du coup, et là vous êtes, on va dire, maintenant savoyard, vous avez vu quand même peut-être des changements par rapport à la mentalité, ou est-ce qu'il y a une mentalité peut-être un petit peu plus européenne, justement, du fait de cette géographie de la Savoie ? Je ne sais pas s'il y a une mentalité plus européenne qu'ailleurs. Toujours est-il que l'unité italienne, c'était un des sujets que je préférais quand je préparais le baccalauréat. L'unité italienne, l'unité allemande, c'est 2 sujets qui me passionnaient, vraiment. Mais j'ai revu l'unité italienne il n'y a pas longtemps. J'ai emmené la Maison de l'Europe visiter le Risorgimento, le fameux musée de Turin. Magnifique ce musée de Turin. Il y a une foultitude de documents sur l'unité italienne, sur l'histoire de Cavour. Tiens, au passage, savez-vous où est le bureau de Cavour ? Sur lequel a été signée l'unité italienne, puis d'autres choses. Eh bien, le bureau de Cavour, c'est-à-dire le bureau sur lequel il est signé, plus les vitrines, les fauteuils, etc., qui sont en bois noir laqué magnifique, ils sont dans le château de Thorins-Glières, en Haute-Savoie. Ouais. C'est un château privé, mais que l'on peut visiter l'été. Le bureau de Cavour est dans ce château. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était une belle surprise. Voilà. Donc l'unité italienne est une histoire européenne, évidemment. Avec la France aussi, Napoléon III, c'est quand même une histoire européenne. Bon, maintenant, il y a d'autres choses à dire dans lesquelles je ne me lancerai pas parce qu'il faut être quand même historien et c'est pas du tout mon cas. Par contre, je peux vous parler d'une application, il y en a plein, une application transfrontalière qui s'appelle Alcotra. Oui. Alcotra qui est financée par des fonds européens qu'on appelle Interreg, qui existe déjà depuis pas mal d'années. Alcotra, ça fait de nombreuses années qu'il y a des évolutions, ce qu'on appelle par tranche d'activité. Actuellement, Alcotra vient de démarrer une nouvelle tranche. Alors en Savoie, chez nous, vous avez... Alors c'est un partenariat entre 5 départements français et une équivalence italienne, 4 régions italiennes.
Donc ces départements français, c'est Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes. Et en Italie, ça va être Turin, Aoste, Piémont, Ligurie, je crois, etc. D'accord. Et il y a des programmes d'échange. En ce qui concerne la Savoie, c'est sur Chambéry, conseil départemental, Cœur de Savoie, c'est-à-dire la Combe, Arlysère, Albertville, et Cœur de Tarentaise en allant sur Moutier. Et donc ces 4 régions ont des liens et des opérations communes avec les provinces italiennes, Aoste, Turin, etc., sur des sujets par exemple sociaux. Là actuellement à Albertville, c'est sur un programme... On en reparlera justement dans un épisode dédié. D'accord. Voilà un exemple de coopération franco-italienne. Il en existe dans d'autres régions de France avec d'autres pays frontaliers. Et pour terminer, juste un petit mot avec la Suisse, justement, qui est un petit peu... donc qui est frontalière de la Haute-Savoie et qui, elle, justement, est un petit peu au milieu. Elle n'est pas vraiment... elle est européenne sans être européenne. Voilà, juste pour conclure ce premier épisode. Il y a des accords commerciaux entre l'Union européenne et la Suisse, et ne serait-ce qu'elle fait partie de l'espace Schengen. C'est important de le savoir. Merci Henri-Georges Brun, je rappelle président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie, et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci Damien, avec grand plaisir.